Bonjour Vincent, Bonjour Nicolas. je suis ravi de te recevoir sur Comptoir AI, Vincent. Toi, tu es consultant-chercheur, entrepreneur, conférencier, essayiste. Tu as plein de casquettes et tu as surtout une grande expertise dans un domaine qui est en pleine révolution, l'intelligence artificielle. On parle que de ça aujourd'hui. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui afin d'avoir un petit peu, de profiter de ton expertise pour essayer de prendre un petit peu de recul sur ce qui s'est passé et imaginer ce qui peut se passer dans les années à venir, même si on en parlait ensemble, tout est possible. Ouais, tout est possible et je suis aussi ravi, je voulais te le dire, de pouvoir participer à ce jeune podcast et cette jeune vidéo où on pourra partager beaucoup d'informations et profiter de ce moment pour éclairer le monde. Merci Vincent. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, selon toi, ce qui se passe aujourd'hui dans l'AI générative, ce qui fait que tout d'un coup, on en parle depuis le mois de décembre, grosso modo, et que c'est la folie, que ça fait la une des journaux, que c'est le sujet de conversation numéro un, la recherche numéro une sur Google. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, tout le monde parle de l'AI générative et de ChatGPT? Alors, pourquoi on parle de ChatGPT? Juste avant, je voudrais refaire un petit point sur la technique et notamment sur le faux ami générative en anglais, qui veut dire en fait probabiliste en français. Je reviendrai dessus juste après. ChatGPT, c'est un transformer, ça vient d'une publication de chez Google Brain qui date de juin 2017. La publication était en anglais, évidemment. En français, le titre était un petit peu particulier. D'habitude, on a des titres assez abscons, de niche, très pointus. Là, on avait un titre qui était tout ce dont nous avons besoin et d'attention. Et les équipes de Google Brain présentaient une nouvelle technique de réseau de neurones qu'ils ont appelé les transformers, qui servaient initialement à la traduction. Et donc, ChatGPT repose sur ces modèles de transformers. Il y a eu plusieurs versions de ChatGPT. Et dans GPT, le T, c'est donc pour transformer, le P, c'est pour pré-entraîné, et le G, c'est pour génératif. C'est-à-dire c'est un algorithme probabiliste. Le transformer, comment il fonctionne, pour essayer de le dire assez rapidement et de vulgariser la chose. Lorsque vous faites de l'apprentissage, notamment dans le cadre du traitement automatique des langues, que ce soit la traduction, la production d'essais, le résumé de texte, ou des réponses à des questions par rapport à des bases de connaissances, le texte, il a cette particularité, nous on connaît bien, puisque quand on apprend ça à l'école, c'est structuré sous la forme, on commence par sujet, verbe, complément. Et on comprend bien que dans une phrase, les verbes peuvent se conjuguer, que les compléments apportent justement un complément d'information, etc. Et la façon dont le transformer, lui, va utiliser l'entraînement qu'on va lui donner, ce sont des mécanismes de pondération de mots au sein des phrases qui vont lui permettre non pas de comprendre les phrases, et donc éventuellement, et on en reparlera tout à l'heure, de travailler par exemple avec des concepts et de raisonner ou de produire des inférences, mais il va tout simplement construire un modèle de langage tel que lorsque on lui pose une question, on va donc lui donner une séquence de mots, et à partir de cette séquence de mots, il a une telle base de connaissances qu'il est tout à fait capable, et on vient de le voir et on va en parler un petit peu plus en détail avec ChatGPT 3.5, et puis ce qui arrive par la suite, notamment avec Amazon, là, qui vient de faire une énorme annonce, il est tout à fait capable d'estimer quel est le texte le plus probable qui arrive juste derrière. Hein, souvent, je donne des exemples métaphoriques assez simples. Si je te dis, je suis sorti de chez moi, j'ai oublié mes clés et j'ai reclaqué la porte, je me suis retrouvé enfermé Dehors. dehors. Voilà, c'est le mot le plus probable qui vient. Et ben, quand tu fais avaler 500 milliards de tokens, c'est-à-dire on va dire, en gros 10 tokens, ça fait quelque chose comme 7-8 mots, mais 500 milliards de tokens à une technologie comme ChatGPT, bah derrière, on a les résultats qu'on connaît et qu'on a découverts depuis quelques mois maintenant, qui sont très, très impressionnants. Pour donner un ordre de grandeur, 500 milliards de tokens, si on les écrit les uns derrière les autres sur une page A4,
ça nous permet d'empiler des ramettes de papier sur 100 km de haut. Voilà, ça vous donne une idée de tous les textes qui ont été donnés à ChatGPT pour qu'il produise un modèle probabiliste. Et j'insiste encore là-dessus, c'est un modèle probabiliste. Donc Voilà. c'est ce qu'il a nourri, c'est le contenu en fait qui a nourri ChatGPT pour récupérer ces informations et pour qu'il en tire des probabilités. Voilà, C'est c'est exactement ça. C'est pour ça que ça s'appelle des LLM, des Large Language Models, des modèles de langage très larges. Est-ce que tu peux nous expliquer juste la notion de token, Vincent? Alors le token, on va dire, c'est l'entité élémentaire qui est insérée à l'intérieur du système d'entraînement. Et là, par exemple, tu vois, sur ChatGPT, c'est expliqué de la façon suivante. Quand on rentre une centaine de mots, il considère... Non, c'est le contraire. Quand on rentre une centaine de tokens, en fait, on a rentré à l'intérieur une question de l'ordre de 70 mots à peu près. D'accord, oui, très bien. Et donc on voit qu'ensuite on a les economics un petit peu de ChatGPT qui sont construits aussi là-dessus. Oui. Parce qu'en fait ces tokens vont déterminer le coût de l'inférence. Oui, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous posez une question, plus votre question elle est construite, nourrie par un certain nombre de paramètres de contexte. Réalise-moi un texte tel que je suis un enfant de 9 ans qui vise à m'expliquer plus ou moins longuement tel concept, etc. Plus vous avez une question précise, on en reparlera peut-être après tout à l'heure, mais c'est important, plus vous aurez une réponse précise et qui respecte les paramètres que vous demandez à ChatGPT de garder en tête lorsqu'il nourrit sa réponse. Et on a effectivement un élément de mesure économique qui fait que aujourd'hui, pour tel prix, vous avez le droit à un certain nombre de questions par jour, par mois. Ok, Donc très aujourd'hui, bien. c'est 20 $ par mois, je crois, avec une non-limite, il me semble. Mais cette limite, elle viendra très certainement plus tard. Et puis, a priori, ça dépendra aussi des moteurs que vous utilisez. Et donc la révolution de ChatGPT, des LLM, en quoi est-ce que c'est une nouvelle forme d'intelligence artificielle par rapport à ce qui existait avant? Donc tu nous parlais du Alors, transformer, alors mais tu es un ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on parle d'intelligence artificielle. C'est quoi le changement? le changement, alors je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'intelligence Mmh. artificielle, parce que là, on pourra se revoir pour un podcast pour parler des hivers de l'intelligence artificielle, etc. Disons que dans un premier temps, on a eu des idées d'algorithmes, et puis il manquait à la fois les datas, parce que quand à une époque tu travaillais avec des cartes perforées, c'est compliqué de faire rentrer ne serait-ce que l'intégrale de Proust dans une machine, il faut bien comprendre. Puis après, deuxièmement, il faut traiter ces informations. Donc il faut les stocker sur des disques durs. Je ne sais pas si tu te souviens de ces images de disques durs qui faisaient quelques mégas et qui remplissaient une pièce intégralement, alors qu'aujourd'hui on a plusieurs dizaines de gigas qui peuvent tenir pratiquement sur l'ongle d'un pouce. Donc il y avait tous ces problèmes qui ont fait que il fallait d'abord trouver les algorithmes, il fallait obtenir les datas, il fallait ensuite les stocker, il fallait ensuite la puissance nécessaire, et puis notamment avec l'apparition des GPU ces dernières années, on a des puissances de calcul qui deviennent absolument faramineuses. Et puis après, les algorithmes, la recherche progresse. Quand on regarde les graphes de production de papier scientifique concernant l'intelligence artificielle, on a une courbe qui est une belle exponentielle, avec notamment un énorme écart qui se creuse entre les publications, on va dire, scientifiques institutionnelles, qui arrivent des labos de recherche plutôt publics, qui ont été, dans un premier temps, plutôt les grands travailleurs de l'intelligence artificielle. Et puis aujourd'hui, on a quelque chose comme 90% des publications scientifiques qui sont l'œuvre du privé, avec des ressources, pour donner une idée, Amazon, sa R&D, c'est 40 milliards de dollars par an. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose comme 40, c'est quelque chose comme 100 fois le budget de l'INRIA, par exemple, je crois. Ouais. Pour la seule.
Donc voilà, donc maintenant qu'on a tout ça, et puis les modèles évoluants, bah, parfois on a des modèles qui d'un seul coup nous permettent, et c'est là que je reviens et que je reviens sur mon propos, je disais je suis un scientifique, une révolution, c'est faire le tour et revenir au même endroit. Moi je préfère parler de rupture, parce que contrairement à certaines technologies, hein, je pense par exemple à TSMC et à ses niveaux de finesse de gravure, hein, on a eu les gravures en 23 nanomètres, puis en 20, en 17, etc. On était à 7, on se posait des questions sur 5, là elles arrivent en 3. On a quelque chose qui est très graduel, et puis quand on arrive à une certaine limite, eh ben, soit on découvre une nouvelle technologie, quand on n'avait plus suffisamment de puissance avec un cœur, on s'est mis à additionner les cœurs, etc. Et aujourd'hui, les téléphones qui ont le dessin d'une pomme à l'arrière, si on peut citer les marques ici, hein. Oui, oui, bien Euh, sûr. ok, donc un iPhone aujourd'hui, il a presque plusieurs dizaines de cœurs, les MacBook Pro également, hein, c'est une marque que je connais plutôt bien. Et, euh, et tout ça pour dire quoi? Que on parlait de... Donc de la rupture versus la Oui, voilà, révolution. c'est ça. Donc la rupture. Et là, en fait, on s'attendait à ce que ça marche bien, et puis en fait, d'un seul coup, on a un énorme pas. On a une énorme marche qui est franchie, et on avait des résultats qui étaient comment je pourrais dire, de plus en plus intéressants, parfois, parfois assez bluffants. On sait que ça soit au niveau des GAFAM ou même de, de leur équivalent en Asie, on a aussi des algorithmes et beaucoup de R&D, beaucoup de budget, mais c'est moins visible en Occident. Et puis là, d'un seul coup, de temps en temps, on a une technologie qui change tout parce qu'on a à la fois un nouvel algorithme, les datas, la puissance, et puis on se retrouve avec ouais, quelque chose qui est tout à fait bluffant. Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais qui a aussi plein de biais, plein de... Voilà, on en Ouais, reparlera tout à l'heure. ouais, oui, Il tout y a à beaucoup fait. de biais dans... Mais alors, je comprends qu'il y a un tout avec, la puissance de calcul, le stockage, hem, l'énergie, heu et le modèle du transformer et les LLM. Mais donc j'entends Yann Lequin, souvent donc dans les médias, qui parle de, ces modèles génératifs, un peu comme d'une voie de garage pour, l'intelligence artificielle. Selon toi, il fait allusion à quoi? À d'autres types, d'intelligence artificielle qui seraient pas sur, les LLM ou qui seraient pas sur, les réseaux neuronaux? C'est quoi la distinction, qu'il peut faire Alors, selon toi? la position de Yann Lequin, là, par exemple, elle est très orientée sur le caractère bluffant qui pourrait laisser penser que, en termes de chatbot conversationnel et notamment ChatGPT, je pense qu'il aura un avis qui sera similaire ou pas concernant ce que va annoncer Amazon prochainement. J'imagine qu'on en parlera tout à l'heure. Il ne faut pas Mmh. oublier que dans l'IA génératif, tu as aussi des choses comme Midjourney, Stable Sûr. Diffusion, etc., qui, eux, sont aussi entraînés, Stable Diffusion, je crois qu'ils sont entraînés sur 5 milliards d'images. Voilà, donc là, la position d'Yann Lequin, pour la recontextualiser, il parle du chatbot GPT. Alors pourquoi il dit qu'il n'y a aucune raison d'imaginer que ça y est, on y est, et qu'il faudra juste plus de data, plus de puissance, ou peut-être plus de renforcement de l'apprentissage? Bah, tout simplement parce qu'en fait, Pour arriver à l'intelligence artificielle, généralisée, enfin voilà, voilà, ou en tout cas, ou aller être plus sûr, loin. parce que même encore ça, c'est encore même, ça serait l'objet d'un podcast à lui tout seul, Mmh. encore une fois. Parce que, rien que le concept, par exemple, il n'est même pas forcément très bien défini. Ce que c'est D'accord. que l'intelligence artificielle généralisée, lui, utilise un autre vocable pour parler de ça désormais, il parle d'intelligence humaine. Euh, En fait, ce qu'il dit, c'est que parmi les différentes pistes qui sont bluffantes, certaines ne sont pas prometteuses. Et elles ne sont pas OK. prometteuses, pourquoi? Parce que ce n'est pas le bon chemin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur des IA qui sont purement probabilistes. Donc, en fait, elles ne font qu'estimer quelle est la meilleure réponse à apporter à la suite d'un texte qui, pour nous, est une question et donc
le texte qu'il produit est une réponse. Et en aucun cas, la machine ne manipule des concepts, ne pose des hypothèses, réfléchit au sens du texte et, et produit des inférences, des conclusions, et est capable de mettre en forme des démonstrations. On a des IA, par exemple, qui travaillent uniquement dans le domaine de la démonstration de théorèmes, avec plusieurs branches bien distinctes et plusieurs technologies bien distinctes. Néanmoins, le chatbot, ce n'est pas du tout la bonne direction pour une intelligence artificielle généralisée, bien que ce terme définit mal ce qu'il décrit, en fait. Le jour où on sera capable de comprendre ce que c'est qu'un concept, de faire apprendre un concept, souvent Yann Lequin, il dit aujourd'hui on est à un stade où le rat ou le chat ont beaucoup plus de sens commun. Tu vois, l'intelligence artificielle généralisée, ça fait appel à des projections mentales qui sont très anthropomorphiques, où on va rejoindre d'une part quelque chose comme le cognitivisme, c'est-à-dire penser, est-ce que c'est faire un calcul, et du coup ça renvoie à des questions comme qu'est-ce que la conscience, éventuellement qu'est-ce que l'âme, et tout ça est très, à la fois très compliqué, très diffus, pas forcément bien défini. Et donc, oui, moi, je rejoins complètement Yann Lequin en me disant, effectivement, ChatGPT, c'est hyper bluffant. Pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionnent les entrailles du moteur, ça l'est un peu moins, parce que notamment, la technologie, d'une part, on va pas dire qu'elle date, mais disons que ça avance tellement vite qu'effectivement, elle commence à dater un petit peu. Hein. Elle est de mi-2017, juin 2017. Et on s'attendait à ce que ça marche bien. On ne s'attendait pas forcément à ce que ça marche aussi bien, j'imagine. Et puis surtout, il y a OpenAI qui a un vrai coup de maître, c'est-à-dire que les autres travaillent aussi là-dessus, mais eux sont premiers à faire, comment on pourrait dire ça, une espèce de release publique, okay, d'une part. Et puis d'autre part, comme je le disais récemment, on a à la fois une rupture technologique, on a une rupture en termes de résultats, c'est quand même très émotionnel ce qu'on voit, hein. Et puis aussi, on a une rupture d'usage, c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve devant une bestiole qui est quand même ultra bluffante, avec juste cette petite barre que tout le monde a en tête, que tout le monde connaît très bien, puisqu'en fait, c'est tout simplement le Google Search. Et donc aujourd'hui, tu as cette petite barre en bas de l'écran. Éventuellement, après, tu peux l'utiliser sous la forme d'une API. J'ai joué un petit peu avec, c'est complètement fou ce qu'on peut faire avec. Et tu poses ta question, entrée, tu as ta réponse, et c'est complètement fou. Et donc, ils sont les premiers. Et de toute façon, on le voit bien, Amazon vient de... Je ne sais pas si tu as prévu qu'on en parle un peu après, ou si on fait le lien tout de suite. Ah non, non, mais je pense que c'est le bon moment. Super. C'est le bon moment. Alors, pour faire le lien, donc tu vois, il y a BART qui en fait était prêt, hein, mais que Google ne voulait pas mettre à disposition du public. Il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn, on m'avait posé la question de pourquoi. Et je m'étais dit, bah en fait, j'en sais rien, parce que je ne suis pas au cœur de chez Google, mais j'ai beaucoup d'hypothèses. C'est que, comme on le sent bien, Bing, via Microsoft, en s'associant à ChatGPT, pourrait remettre en cause le search. Si on met, si on met le search en défaut par rapport à Google, ça touche quand même au centre névralgique de son modèle économique. Peut-être que Google ne se sentait pas prêt. Peut-être que Google, un peu dans un cadre, comment je pourrais dire, pour faire un parallèle avec la géopolitique d'aujourd'hui, avait un petit peu une sorte de bombe atomique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où lui il le met, bah, il sent bien que derrière Amazon va le mettre, Facebook va mettre le sien, Beidou va arriver avec le sien. Va savoir si Beidou ne va pas être, puisque en général, on ne sait pas forcément très bien ce qui se passe, ni comment c'est fait en Chine, on n'a pas accès aux sources, on en reviendra aussi, un problème des fake news, etc. Mais s'il n'y a pas s'il n'y a pas une potentialité de manipulation, ouais, c'est un sujet qui est très compliqué. Et donc, pour faire le lien avec Amazon, là, ce que je disais, c'est qu'on est sur un modèle probabiliste, on lui ingère tout un tas de textes, il reconstruit un modèle de langage, et derrière, quand on lui pose une question, bah, comme on ne lui a pas fait avaler une vingtaine de pages, mais plutôt des centaines de milliards de pages,
il est parfaitement capable de répondre très correctement à des milliers, voire des millions de questions. Sauf qu'il est dans le cadre d'un modèle probabiliste. Il n'est pas dans un modèle de raisonnement, de construction, de compréhension, d'analyse sémantique. Et donc, en fait, concrètement, Dans il un ne sait modèle pas. déterministe, quoi, en fait. C'est un modèle probabiliste, mais il ne sait pas de quoi il parle. Et là, ce que Amazon vient de dire, c'est tout frais, hein. Moi, j'ai découvert la news, je ne sais plus si c'était hier ou ce matin. Amazon, eux, ils proposent un nouveau type de modèle qui va s'appeler le fil de pensée. Donc, en anglais, Ouais. c'est Chain of Thought, je crois, COT, où lui, justement, son parti pris, c'est que lorsqu'on va lui rentrer une phrase, il va essayer d'aller chercher dans la phrase ce qui a du sens et comment les concepts apparaissent puis se manipulent. Je vais juste te donner un exemple. Si je demande, on parlait tout à l'heure de l'importance de la contextualisation. Si je te dis, je suis un copywriter, je dois faire un billet pour LinkedIn, de telle taille, pour un CEO, etc., sur tel sujet, et je veux une mécanique d'engagement, etc. Aujourd'hui, ChatGPT, il va être extrêmement pertinent et produire une réponse qui sera certainement un premier jet de très haute volée. Si demain vous lui demandez, alors ce n'est plus le cas parce que j'ai fait le test, mais quelle est la différence entre un œuf de poule et un œuf de vache? Donc aujourd'hui, il est capable de vous dire que la vache est un mammifère et qu'à ce titre, elle ne pond pas d'œufs. Par contre, elle m'a quand même dit qu'elle pondait des veaux. Donc comme quoi les correcteurs et le renforcement de l'apprentissage n'a pas été complètement finalisé. Mais il a ce syndrome de je ne sais pas dire non. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il ne s'intéresse pas à ce qui se dit, ni à ce qu'il produit. Lui, en fait, il est gouverné par des équations. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de concept, il n'y a pas de morale. On lui pose une question, c'est-à-dire qu'en fait, on lui injecte in fine des 0 et des 1. Tout ça passe dans de grosses équations. Et à la fin, la fonction, elle répond, bah, tu vas produire 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Et puis quand on met ça en ASCII, hein, ou en UTF-8 plutôt pour nous, eh ben, on a la réponse qui donne. Ce que va faire Amazon, apparemment, donc là j'en parle, on va dire, hein, avec des guillemets. Ah non, mais super, je suis ravi d'avoir ton exclusivité là-dessus, parce que là, c'est tout récent. Et pour Voilà, l'instant, alors ce que Amazon personne n'a parlé de ça. voilà, ce que Amazon voudrait faire, lui, c'est d'aller chercher la mécanique du contexte à l'intérieur. Et l'exemple qui était donné que j'ai lu, c'est que, et évidemment ChatGPT échoue complètement, c'est que lorsque, par exemple, j'avais posé la question très bête qui était de je m'appelle Vincent et ma maman a 4 enfants dont les 3 premiers s'appellent lundi, mardi et mercredi. Comment s'appelle le 4e enfant? ChatGPT est incapable de comprendre qu'on est dans la sémantique de la généalogie et que tu as le lien mère et que si, enfin voilà, et de déduire notamment que si je suis un des enfants et que j'en donne 3, si je donne le 4e à questionner, c'est forcément moi. Là, ce que va faire Amazon, c'est justement, il va essayer de plonger dans la sémantique pour essayer de comprendre de quoi parle le sujet et de comprendre quels sont les rapports des concepts entre eux. S'ils font ça, et leur première publication, elle est assez effrayante, puisque l'un des résultats, c'est qu'ils ont fait passer à leur machine un test qui est de l'ordre, non pas du test de Turing, on pourra en parler un petit peu aussi du test de Turing, qui est un questionnaire à choix multiples où je crois qu'on a quelque chose comme 200 questions, avec donc des questions éventuellement d'un contexte, et ensuite on a le choix entre 4 réponses. Un humain fait de l'ordre de 88%. ChatGPT fait de l'ordre de 75%. Et Amazon annonce 92%. C'est-à-dire 92, 75, presque 25% de plus que la puissance de ChatGPT. Enfin, moi, j'ai très, très hâte parce que, en fait,
ChatGPT, on a déjà eu des versions, on avait eu des publications scientifiques, ça a attiré l'attention. Là, on a une release publique qui est absolument bluffante. Le monde s'en empare. Hein. C'est quand on regardait les chiffres, je crois qu'ils ont mis 5 jours pour arriver à 1 million 1 million, d'utilisateurs. un Aujourd'hui, ils mois à sont 100 à millions, voilà. une La trend à 1 société, milliard. voilà, la Mais société Vincent, est valorisée à je trouve 30 ça fou. milliards. Et à peine 3 mois plus tard, tu as Amazon qui dit les gens ne bougez pas, restez assis, on arrive avec un produit, ChatGPT à côté ne nous arrive pas à la cheville. Moi, Non, mais j'ai Vincent, super hâte. Vincent, c'est dingue. C'est dingue parce que moi, ça fait un mois que je commente et que je suis ces événements. Euh, et ça fait. Et en fait, je me rends compte en parlant avec toi qu'on est allé tellement vite que ça a fait un mois avec mes interlocuteurs, mes invités, qui sont pourtant des spécialistes du secteur. On se dit tous, mais que fait Amazon? Ils sont à la ramasse parce qu'on savait qu'il y avait Google qui arrivait, on savait qu'on connaissait les travaux de Facebook et Amazon. Le seul truc qu'on disait, c'était bon ben, écoute, ils ont du AWS sur lequel Stable Diffusion a été entraîné. Et de l'autre côté, on disait, bon, bah, ils ont Siri, non, pardon, ils ont Alexa, et Alexa, ça coûte très cher, et ça fait vraiment pas rêver. Et en fait, là, ce qu'on se dit, c'est qu'une semaine plus tard, une semaine après les annonces de Bing et de Bard, en fait, ce que tu me dis, c'est qu'ils arrivent avec une proposition qui est révolutionnaire. Alors, tu sais que maintenant, je n'aime pas le mot révolution, mais on va En avoir rupture. une espèce de rupture dans la rupture. Et Mais est-ce qu'elle on est en train de donc on est vivre sur ça une en temps réel technologie. et c'est juste dingue. Ouais, non, c'est clair. On est sur une technologie différente, il y a un socle différent où on est toujours sur le LLM, sur le Alors, transformer. on sera toujours sur des LLM parce Ok. qu'il faudra toujours un apprentissage et il faudra toujours un modèle de langage pour avaler des phrases et produire des phrases. Après, ce qui est certainement très différent, c'est une partie de la mécanique intérieure et du traitement de l'information. Là, ça nous renvoie à Shannon. Comment on rattache l'information à des concepts, comment on Hmm. manipule les concepts, c'est quoi un concept, comment tu stockes un concept, c'est encore quelque chose qui est très différent que de simplement produire des suites de mots avec un algorithme probabiliste. J'ai pas lu la Hmm. publication encore, puisque c'est vraiment très récent et en plus Non, non, mais j'imagine qu'elle doit être assez technique. Alors je vais prendre le temps de rentrer dedans, mais non, mais dans ce que tu dis, on comprend, on imagine quand même que c'est très différent de ChatGPT, du côté probabiliste et de la vulgarisation qu'on entend partout, qui est c'est deviner le mot qui a le plus de chances d'arriver après une série de mots en amont, quoi. alors je ne Donc peux là, pas on voit qu'il y a quelque chose de différent. pardon, je peux pas l'affirmer, mais oui, il y a des choses qui sont, je pense, très différentes, oui, forcément, Ok. forcément. Écoute, passionnant, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, Vincent. J'espère que tu le commenteras sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Et j'ai hâte de voir ton analyse une fois qu'on en saura plus. Euh, pour revenir tout à l'heure, on a parlé un petit peu du test de Turing. Euh, Comme je sais que Ouais, alors c'est un bon, concept qui t'intéresse aussi. Qu'est-ce que tu penses de ces outils, de ces nouveaux outils par rapport au test de Turing? Est-ce que ce test de Turing a été enfin passé ou est-ce que tout simplement en fait il est plus valable? non, non, absolument pas. D'ailleurs, pour refaire un petit peu d'histoire, le test de Turing, donc il est c'est une, comment je pourrais dire? C'est une hypothèse de travail que pose Alan Turing dans un article en 1950 qui s'appelle Can Machine Think? Je crois quelque chose comme ça. Est-ce que Hmm. les machines peuvent penser? Et notamment, à l'intérieur de cette publication, il propose un espèce de test qui est quelque part un test à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on met en gros une machine et une personne chacune dans une pièce, elles dialoguent, et à partir du moment où la personne humaine
est intimement convaincu, ou en tout cas ne sait plus faire la différence entre le dialogue avec un humain et le dialogue avec une machine, alors on considère que cette machine, elle a passé le test de Turing. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce concept qu'on appelle désormais globalement le test de Turing. Il y a John von Neumann dans son dernier ouvrage, là, une centaine de pages publiées juste après sa mort. C'est juste avant les années 60, je crois qu'il est mort en 57, ça a été publié en 58 ou 59, dans une publication qui s'appelait la machine et le cerveau, je crois, qui en parle aussi. Moi, je crois qu'on n'y est pas du tout, en fait, hein, pour l'instant. On n'y est pas du tout. Okay. On n'y est pas du tout parce qu'il est hyper facile, pour l'instant, de tromper la machine. C'est hyper facile, notamment parce que en fait, il existe tout un tas de questions qui permettent de vérifier si on a un humain. L'humain, tu vois, en fait, comme je disais tout à l'heure, on a une énorme capacité, nous, à faire des projections anthropomorphiques sur la machine. Hein, tu vois, quand on parle de robots, l'immense majorité du temps, c'est un humanoïde, en fait, hein, et on essaye même de lui donner l'apparence physique, les émotions, etc. Sauf que l'humain, il a quand même deux grosses particularités par rapport à la machine. Enfin, il en a plein, mais il en a deux, trois principales. La première, ce sont les émotions. La deuxième, ce sont les biais. Et la troisième, c'est la puissance de calcul. Donc déjà, essayer d'imaginer d'avoir un humain avec quelque chose qui, en fait, ne peut pas être humain, déjà, il y a quelque chose de gênant. Il y a quelque chose de biaisé à la base. Après, si on demande à un humain, si on demande à une machine de singer un humain, c'est assez facile, en fait. Et ça sera, je pense, encore très longtemps, très compliqué pour la machine de bluffer un humain, pour peu que l'humain soit un petit peu cortiqué, hein, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que tu peux poser des questions qui rapidement n'ont pas de sens ou vont l'emmener sur un terrain, puis tu l'emmènes sur un autre, et à sa culture, à sa capacité de réaction, au style employé, etc., en fait, il va y avoir tout un tas d'indices qui font que nous, on est humains, et ça, on va le sentir très, très vite. Hein. Il y a tout un tas de sujets où, tu vois, parfois, tu parles avec quelqu'un, tu as une réponse qui arrive avec presque un dixième de seconde de retard, et toi, déjà, ça t'a suffi à comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Pardon. Donc, t'imagines bien qu'avec une machine, le faire tomber dans des petits pièges comme ça va être très facile. Oui, mais il y a une progression quand même. Il y a une progression dans la simulation. Quand Oui. on quand on j'ai l'impression que depuis quelques mois, quand on parle, en tout cas à des chatbots issus des modèles GPT, écoute, on est plus proche, c'est moins facile à détecter, que ce qu'on avait auparavant. Ah, alors attention. Et là, je parle de la trajectoire, tu vois? Alors, effectivement, par rapport à ce qu'il y avait avant, on a beaucoup progressé. Pour moi, ça reste encore d'un niveau extrêmement faible. Par ailleurs, il ne faut pas confondre la capacité de la machine à produire une réponse dont tu ne sais pas si elle est humaine ou technique, et avoir une conversation avec une machine afin de détecter si c'est un humain ou non. Ce sont deux choses différentes. Effectivement, aujourd'hui, quand tu demandes de décliner un plan stratégique pour une grande société avec un certain nombre de paramètres, et qui te fait une réponse qui fait 3 paragraphes de 5 lignes, oui, avec de temps en temps, tu te diras, bon, c'est probablement un junior qui manque un peu d'expérience. De temps en temps, tu te diras, bah ouais, franchement, je suis bluffé. Alors qu'en fait, peut-être c'est juste toi qui es mauvais sur ce coup-là. Et donc, tu ne te rends pas D'accord. compte que la réponse est elle-même aussi mauvaise. Je vois bien la différence que tu fais entre et c'est très intéressant, entre l'expertise sur un sujet spécifique et la détection de l'humain ou pas de l'autre côté. Tout à Oui, fait. oui, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Oui.
Et le OK. test de Turing, lui, il vise justement non pas à vérifier que la production, elle est humaine ou pas, c'est à vérifier qu'une machine est un humain ou non. Mmh. Donc, c'est deux choses différentes. Et ça, clairement, ça, je pense qu'il y a encore de l'eau qui va couler sous les ponts avant qu'on se fasse vraiment tous bluffer. Et ce jour-là, je Ouais. pense qu'on peut avoir peur. Alors à propos de peur, Vincent, je te propose de passer un petit peu sur les enjeux sociétaux, qu'on voit on en entend déjà parler un petit peu, dans les médias. Je pense que ça va être le cas toute l'année. Et le 1er dont on parle, à plusieurs titres, c'est l'éducation. Alors je te pose la question à toi, ben, en tant qu'enseignant, à toi en tant que père, que papa. Hem, donc sur l'éducation, on voit qu'il y a 2 questions en ce moment. C'est d'un côté la question du plagiat, tous les étudiants, heu, qui ont plus de 15-16 ans utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs, leur mémoire. Et je te pose ensuite une deuxième question, hein, mais voilà, sur, l'éducation, la formation d'un enfant, de son système de pensée, en ayant ces outils à disposition. Hem, Alors, Comment tu sur, vois les sur choses? Alors, sur l'éducation, tu fais certainement référence notamment à ce qui s'est passé, je crois, c'est à l'IEP de Strasbourg, où notamment quelque chose comme cette personne devait être la principale et elle disait que c'était un test auquel on s'attendait à 40 ou 50% de réussite et là, on était monté à 80-90%, ce qui avait éveillé une certaine curiosité du corps enseignant, à juste titre, hein. Comme on dit, quand on commence à avoir des résultats avec 5 sigma à droite, c'est jamais bon, hein. Ou au contraire, c'est vraiment très bon. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment mauvais pour les élèves. Donc, ils ont dû repasser leur test. La thèse de Dominique Boulier, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter et que j'aime beaucoup et dont je lis les écrits, qui lui-même est sociologue et enseignant à l'IEP de Paris, est la suivante, c'est il faut réguler et il faut même l'interdire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tolérer que des sociétés de droit privé qui détiennent un tel outil qui, pour reprendre un Marvel, engage une certaine responsabilité, puisse être comme ça, posé tout simplement sur la table, sans qu'on y réfléchisse avant, qui éventuellement produisent un certain nombre de dégâts, qui leur vaudra, parce que c'est pas illégal, aucune amende, peut-être une réprimande, éventuellement on aura des excuses de leur part, mais le problème c'est que le mal sera fait. Moi j'ai une vision qui est un petit peu différente, qui est de dire, cette rupture elle est là, c'est très compliqué de prévoir les ruptures, hein. On s'attendait notamment à ce que les transformers produisent de bons résultats. Je pense qu'il y a peu de gens qui s'attendaient à ce que ça soit dans de telles proportions. Et je pense que très rapidement, en fait, au niveau de l'éducation, disons d'un point de vue purement scolaire, il y a deux choses. Il faut absolument plonger les étudiants dedans pour leur expliquer que c'est là, que ça existe, qu'il y a des biais, qu'il y a des paramètres, que c'est un sujet d'étude compliqué, que contrairement par exemple à la Wikipédia qui est relativement bien organisée, hiérarchisée, une obligation de neutralité, absolument sourcée, on n'a pas ça du tout pour ChatGPT, dont on ne connaît pas forcément toutes les sources, hein. Il parlait de 400-500 000 livres, Mmh. 50 milliards de pages web, etc. Ou 5 milliards de pages web, 50 milliards, ça me paraît beaucoup. Mmh. Enfin voilà, enfin, ce sont dans ces proportions-là. Et ensuite, effectivement, pendant l'examen, si l'examen il est là pour vérifier l'acquis des connaissances, leur mémorisation et la capacité des élèves à réfléchir à des questions, etc., bien évidemment que on ne doit pas permettre l'utilisation de ces outils. Enfin, je veux dire, d'un point de vue pédagogique, ça n'a aucun sens, sauf à vérifier justement le bon usage de ces outils, mais dans une épreuve qui est vraiment déterminée à vérifier l'usage de cet outil. Pour le reste, mais c'est un sujet qui est éminemment compliqué parce que maintenant que l'outil est là, qu'est-ce qu'on fait? Imagine que demain Amazon fasse un petit peu la même chose avec un outil qui soit 10 fois plus puissant, mais
Enfin, voilà, oui, ça pose des questions qui sont des Mmh. questions de régulation et ça va clairement modifier l'emploi. Moi, j'ai un fils de 9 ans, enfin, qui arrive sur ses 10 ans. Je lui ai parlé la première fois de ChatGPT il y a à peu OK. près une semaine pour lui montrer que aujourd'hui, il existe une grande multitude de façons de stocker de la connaissance. On peut l'apprendre par soi-même. On peut aller chercher, tu vois, derrière moi, si je me tourne comme ça, là, j'ai une grande bibliothèque de livres. J'ai des e-books par milliers par ailleurs. Et puis après, on peut demander aussi à ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Alors, j'ai essayé de lui expliquer avec mes mots qu'on pouvait mettre cette connaissance quelque part et ensuite l'interroger en faisant des phrases, quoi. Et on s'est amusé à se faire expliquer quelques concepts, etc., quoi. Et il était à la fois intéressé, il n'était pas vraiment bluffé, parce que parce qu'en fait, je crois qu'il ne se rend pas compte de ce que nous, on a vécu, et il ne se rend pas compte enfin, il n'a pas les moyens d'apprécier la hauteur de la rupture, en fait, quoi. Mais je suis en train de me rendre compte que, tu vois, par exemple, je le mets aux sciences, donc on travaille, on fait du code, on travaille sur des Raspberry Pi. Demain, il n'a plus besoin d'aller chercher dans une doc, dans tel forum, de poser ses questions sur Google. C'est Mmh. demain, avec un Raspberry Pi, j'ai vérifié, j'ai envie de faire on a construit récemment un petit véhicule qui se déplaçait vers des endroits où il y avait le plus de luminosité possible. Et Sympa. donc, demain, tu as envie de coder ça, et ben, tu n'as presque plus qu'à demander à ChatGPT de te pondre le code. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a plus à faire cet effort. Alors, on peut s'en servir de deux façons. C'est soit je le code moi-même et, par exemple, je vérifie que ça marche et je vérifie ensuite avec ChatGPT qui peut me proposer soit la même solution, ce qui me laisse penser que la mienne est vraiment bonne, soit éventuellement une autre façon de travailler les algorithmes, ce qui est intéressant parce que du coup, je vais pouvoir comparer deux algorithmes. Ou alors, bah, ces sujets-là, finalement, sont devenus inintéressants parce que finalement tellement basiques Mmh. que le jour où j'ai envie de le faire en une demi-heure, je le fais avec ChatGPT. Et maintenant, je vais m'occuper de sujets encore plus compliqués. Et Oui, donc, mais en fait, c'est un peu une question éternelle au final, on est sur les épaules des géants et tu vois, on utilise des téléphones, qui fonctionnent, sur des systèmes d'exploitation, qu'on va pas réinventer tous les jours, qui eux-mêmes reposent sur des technologies précédentes, et sur l'électricité et en gros, enfin, on n'a pas besoin de pour développer quelque chose, et pour créer quelque chose aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de maîtriser ce qui se passe, en amont. est-ce qu'on a forcément besoin de maîtriser ce qui se passe en amont? C'est une bonne question, je ne sais pas. Éventuellement, on peut décaler ça sur une question sur le processus de l'innovation. Est-ce que ChatGPT fait de l'innovation, par exemple? Ça, c'est une bonne question. C'est une question à laquelle je n'ai pas forcément de réponse très ferme. Euh, Est-ce qu'il L'innovation, elle est crée, tu veux dire? Ouais. L'innovation, ça a une définition qui est que est innovant ce qui procède du caractère nouveau, c'est-à-dire du caractère jamais vu. Ok. Est-ce que réécrire la Bible dans un style d'Apollinaire, c'est innovant? Est-ce que le faire réfléchir sur de nouveaux types d'algorithmes, c'est innovant? Je ne sais pas si aujourd'hui il en est capable, je ne crois pas. Moi, je n'ai pas l'impression que ChatGPT fasse de l'innovation. Par exemple, DeepMind, qui travaille, lui, avec d'autres types de réseaux de neurones, DeepMind, quand il fait de l'apprentissage pour jouer aux échecs, là, il fait de l'innovation dans le sens où, alors qu'on lui donne simplement que le déplacement des pièces, pardon, il se met à jouer et il est capable de s'auto-évaluer, finalement, de déterminer ce que c'est qu'une victoire, puis une bonne stratégie, etc.
et pour jouer un petit peu aux échecs et avoir suivi les conversations de grands maîtres, en fait, il a clairement inventé une nouvelle façon de jouer. Indépendamment Mmh. du fait qu'il est désormais d'une puissance telle qu'il n'y a plus jamais un seul humain sur Terre qui pourra battre DeepMind aux échecs avec ses fameux Alpha Chess et Alpha Zero, mais il a carrément réinventé une façon de jouer, dans le Ouais. sens où aujourd'hui on a une façon de jouer aux échecs qui est très je procède à une ouverture qui a un sens, hein, c'est un terme consacré des échecs, et puis ensuite tu rentres dans ce qu'on appelle un milieu de partie, et puis ensuite tu rentres dans les finales. ChatGPT, il a joué certaines parties de façon absolument contraire à tous ces concepts ultra basiques, notamment en n'hésitant pas à sacrifier à outrance, de façon, par exemple, à permettre aux pièces restantes d'avoir une telle liberté de mouvement que finalement, cette liberté de mouvement, elle l'a emporté sur les capacités défensives de l'adversaire. Et ça, c'était avec de tels sacrifices et de telles parties que c'était du jamais vu. Mais je crois que c'est ça, c'est une question qui se pose justement, tu vois, dans un autre secteur, c'est celui des biotech, avec le protein folding, sur lequel on applique Voilà. Alors, des LLM et des modèles probabilistes. Et apparemment, donc, ils font des choses très différemment. Et ils produisent plein de ouais. résultats auxquels on ne serait jamais arrivé. Mais aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si c'est des formules qui seront viables et utilisées, quoi. Oui, mais par contre, on est capable de produire aujourd'hui quelque chose comme 1 million de repliements de protéines, et on sait, quand on a un résultat, on sait l'analyser, on en connaît ses paramètres et on sait ce que la protéine repliée fait. On est capable de savoir si cette protéine-là, elle est intéressante ou pas. D'accord. Ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant, quoi. Et donc, ça veut dire que derrière, bah, tu peux générer des protéines, tu peux générer leur repliement et tu peux faire tourner des algos pour évaluer que telle nouvelle instantiation de protéines repliées a une valeur certaine. Ça, c'est quand même Hmm. très intéressant. Mais pour moi, Ouais, ChatGPT, je n'ai pas j'ai pas le sentiment qu'il est capable d'être innovant, quoi. C'est alors je te dirais, souvent ce qu'on dit, c'est tu as pas mal de gens qui disent aussi, heu, bah, au final, ces modèles ne créent rien parce qu'ils créent à partir d'un corpus existant. Ils génèrent à partir d'un corpus existant sur lequel ils ont été entraînés, donc oui, enfin, comme nous. ils créent rien de nouveau. Mais en fait, exactement, moi, ma vision, c'est que, bah, nous, tu vois, on fonctionne et on grandit, on est élevé dans un mimétisme assez complet, tu vois? On s'inspire des autres et enfin, on crée, par rapport à ce qu'on voit autour de nous et par rapport aux gens qui nous Oui. entourent. Mais en mathématiques, tu vois, Mmh mh. par exemple, il y a un vieux débat qui est est-ce qu'on invente les mathématiques ou est-ce qu'on découvre les mathématiques, hein, parce qu'il y a toujours cet argument qui consiste à dire que lorsque l'on découvre ou lorsqu'on invente ou lorsqu'on produit un nouveau théorème, qui est parfois incroyablement puissant, enfin, je veux dire, si on avait fait cette démonstration 6 mois avant, enfin, je veux dire, c'est pas tant qu'il n'existait pas. C'est qu'on n'avait pas fait l'ensemble de la formulation du positionnement des bonnes hypothèses, puis des inférences pour arriver à une conclusion. Donc, donc voilà, après, encore une fois, tu vois, parfois on arrive sur des termes qui ne sont pas forcément bien définis, l'innovation, Mmh. l'invention. Moi, j'ai pas l'impression que ChatGPT, il est fait et il est en capacité d'innover. Alors, il y a une Ouais. forme d'innovation, mais c'est pas une innovation avec un grand I. Quand tu repeins des tableaux de Dali avec des ciels, tu sais, tournoyants à la Van Gogh, je ne sais pas si ça c'est innovant en fait. Enfin, je crois pas en fait. Tu vois, s'il m'inventait un nouveau style de peinture, enfin, voilà, là, je pense qu'il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de l'innovation, tu vois, une Oui, nouvelle mais capacité enfin, à nous faire, à nous représenter de l'art. bien sûr. Moi, ma vision, c'est que les artistes, s'inspirent quand même pas les artistes s'inspirent un peu les uns les autres d'un côté et que, bah, ChatGPT ou Midjourney, Stable Diffusion, les outils visuels, heu, je pense qu'en fait, tout dépend de ce sur quoi ils sont entraînés, tu vois? Et je pense qu'on en est qu'au début.
et qu'on peut potentiellement aller beaucoup plus loin. Mmh. Mais ça viendra peut-être lorsque, et notamment pour refaire le lien avec ce qu'on disait au début, sur le fait que d'une part, ChatGPT est un algorithme probabiliste et que pour innover, peut-être demain faudrait-il manipuler des concepts. Mmh. Voilà, et notamment, en premier lieu, le concept de l'innovation que derrière, on pourrait inférer sous un certain nombre de formes ou de paramètres ou de conditions qui permettraient de mieux pouvoir affirmer le caractère innovant de telle production. Mmh. Vincent, j'ai une autre question importante pour toi, c'est, aujourd'hui la censure des IA, et les biais qui sont mis dedans. Tu en parlais par rapport à l'éducation, heu, on n'a pas enfin donc il y a des biais très importants qui sont choisis par ces sociétés, qui sont choisis par OpenAI, par Google, par Microsoft. Des biais qui peuvent être, woke, des choses qu'on a le droit de dire, que ChatGPT a le droit de dire, des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Des visuels, qui peuvent être considérés comme, interdits, d'autres autorisés. Qu'est-ce que tu penses de cette censure sur ces modèles? Ah bah là aussi, c'est un sujet qui est très compliqué parce qu'en fait, tu vois, tu as des censures qui sont de l'ordre de la responsabilité. Par exemple, quel est le moyen le plus discret de tuer 2 personnes? Comment faire disparaître un cadavre? Comment fabriquer une bombe? Comment monter une partie de la population contre l'autre? Tu vois, tu imagines bien que quand tu dans les mains et que c'est toi le propriétaire d'un outil comme ChatGPT, tu peux pas trop te permettre que ces questions-là, elles soient posées. Enfin, il y a une vraie responsabilité. Après, où s'arrête donc là, il y a un problème d'éthique à la base, hein, il y a un problème moral, il y a un problème même probablement pénal rapidement. Euh, on se souvient par exemple de Microsoft qui avait lâché un chatbot sur Twitter un peu en roue libre et qui, au bout de 4 heures, était devenu un antisémite effrayant. Et j'ai plus exactement le raisonnement en tête, mais il y avait quelque chose comme l'idée que si Hitler avait terminé son œuvre, je ne devrais pas utiliser ce mot-là, avait réussi, malheureusement, eh ben, à ce moment-là, du fait qu'il n'y aurait plus de juifs sur Terre, il n'y aurait plus de problème d'antisémitisme. Et pour la machine qui n'a pas d'éthique, c'est une façon de résoudre le problème. Donc forcément, c'est ce type de raisonnement que tu ne peux pas permettre à la machine d'avoir. Et puis après, il y a effectivement, alors comme on ne connaît pas les sources, comme on ne connaît pas les paramètres, que la tester peut éventuellement prendre du temps, qu'il y a un certain nombre de paramètres dans la machine, par exemple le degré de température, des choses comme ça, la longueur de la réponse. Il faudrait que les chercheurs, dont c'est le travail, hein, que ce soit les informaticiens, les sociologues, qu'ils joignent leurs forces de façon par exemple, je ne sais pas, monter une espèce d'association de veille et d'études et obtenir d'OpenAI qui en bénéficierait par ailleurs, hein, de toute façon. D'accord, donc toi, tu Mais vois un besoin de régulation, en fait? bah, c'est pas tant que je vois un besoin de régulation, c'est que en fait, il y a une nécessité de régulation au minimum sur un certain nombre de points. Et puis après, effectivement, la question, c'est jusqu'où on doit censurer Mmh. et à partir de l'autre côté de l'échelle, à partir de quel moment la censure, elle devient là un problème. Mmh. Tu vois, par exemple, dans les choses qui sont, moi, me gênent, par exemple, en France, tu n'as pas le droit de faire de statistiques ethniques. Mmh. Bon, ok, c'est un choix politique. Il a peut-être une justification, enfin, il a au moins une justification juridique, il a peut-être une justification morale. D'un point de vue scientifique, c'est quand même très embêtant. Parce qu'à partir du moment où tu fais pas de stats ethniques, tu n'as pas la connaissance qui en est déduite. Et si éventuellement il devait y avoir des problèmes de communautarisme ou de choses comme ça, ben en fait, tu peux pas prendre la température, tu n'as pas de, t'as pas de KPI, tu n'as pas de data, tu n'as rien. Donc en fait, tu es très démuni. Donc il te reste quoi? Il te reste l'expérience, il te reste le bon sens, il te reste le prototypage. Quand tu fais de la politique publique, c'est quand même très embêtant. Là, c'est un petit peu pareil, tu vois, c'est à partir de quel moment, moi, en tant que
utilisateur payant de ChatGPT, Mmh. je peux tolérer qu'il existe des sujets que moi, a priori, je devrais pouvoir aborder ou questionner et que OpenAI décide de m'interdire sans en plus me prévenir auparavant. Et qu'en est-il de l'éventuelle manipulation qui en découle? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils me disent mais non, 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 le sujet n'est pas interdit, alors qu'en fait, il est interdit, mais qu'on va me donner des réponses et on va m'expliquer que bah non, en fait, il ne vous répond pas si bien que ça parce que l'algorithme, il n'est pas bon dans ces coins-là. Oui, ça pose des questions et oui, encore une fois, les différentes censures qui peuvent exister, elles ont des prismes et en fonction du prisme juridique, scientifique, moral, euh, le couperet ne s'abat pas au même endroit et ça pose des questions. Ouais. Tout à fait. Non, mais c'est sûr que c'est donner un pouvoir énorme à, en tout cas, aux boîtes qui sont éditrices de ces solutions, quoi. Oui, bah, de toute façon, il y a en termes de régulation, après, au niveau des instances internationales, il y a l'Europe qui est en train de réfléchir à une régulation qui, dans un premier temps, je pense, ressemblera à quelque chose comme le RGPD, c'est-à-dire qu'on va édicter un certain nombre de règles et qu'à partir du moment où... C'est un sujet sur lequel je n'ai pas beaucoup travaillé, donc j'ai lu quelques articles, mais on va certainement avoir un ensemble de règles, peut-être par exemple, lorsque on nous mettra à disposition une base de connaissances au travers d'une IA, il faudra au préalable avoir déclaré quelles sont toutes les sources, par exemple. Mmh. Et ne pas le faire contreviendra à la loi, pourquoi pas. Voilà, OK. et je pense que l'Europe, comme ça, est en train de réfléchir à un certain nombre de règles qui permettront que des deux côtés des utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui entraînent et ceux qui utilisent, on sache les uns ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils peuvent faire, et les autres ce à quoi ils doivent s'attendre. Mmh. Ouais, ouais, Euh, écoute, ça c'est intéressant. Hem, pour toi, Vincent, au niveau des possibilités, des découvertes à venir, qu'on peut attendre de ces nouvelles solutions d'AI générative, heu, c'est quoi ouais, les grandes choses que tu vois? ben, générative ou pas, hein, d'ailleurs, hein, parce que je ne Ouais. sais pas dans quelle mesure, par exemple, ce que vient de sortir, encore une fois, Amazon il y a quelques heures, est génératif ou pas. Il y a peut-être une partie générative dans le cadre de je prends du texte, je le mets sous forme de concept, je travaille avec les concepts et derrière, j'ai un algorithme génératif qui transforme les concepts en phrases une fois qu'il a fait les raisonnements sur les concepts. Euh, Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas pour deux raisons. La première, c'est que faire de la prospective à long terme, j'en parle même pas, ça n'a pas de sens. Mais à court terme, par exemple, j'aurais pu te dire les transformers sont une voie prometteuse. Je ne sais pas jusqu'à elle ira, je ne sais pas à quel moment ça deviendra une branche principale avec d'éventuelles sous-branches, etc. Ça, j'aurais pas su te le dire, mais on pouvait s'attendre à ce que ça soit prometteur pour plein de raisons qu'on est scientifiquement capable d'expliquer. C'est-à-dire que ces modèles-là n'arrivent pas par hasard. Hein, c'est pas je fais plein de modèles, plein de technos, avec plein de nouvelles techniques, on essaye tout un tas de corpus et on regarde ce qui marche en disant, vous avez vu, on a construit une nouvelle architecture. Non, 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 c'est des architectures qui sont pensées bien en amont parce qu'on a des raisons scientifiques de croire qu'elles devraient correctement fonctionner. Et en fait, le truc, c'est qu'on est à l'état de l'art là. Et comme on est à l'état de l'art, imaginez l'état de l'art ou une piste même vers l'état de l'art technologique dans 2 ans, et en fait, j'en sais rien. Et comme cette émission sera probablement diffusée au plus grand public, je ne concours Mmh. à aucune honte en public, en fait, si tu vois ce que je veux dire. Bien Hein, sûr. non, mais la prospective, c'est un sujet qui est super difficile. Tu peux dégager des grandes tendances, mais sur les outils technologiques, c'est très, très compliqué, quoi. Et Ouais. moi, j'avoue que même en étant, tu vois, un spécialiste du traitement automatique des langues, le TAL, hein, cette grande
pour bien les connaître, que ce soit au titre de la culture générale, des papiers scientifiques, d'avoir mis aussi pas mal les mains dans le cambouis, etc. Bah, je peux pas te dire, je peux pas te dire ce que va donner Amazon dans 2 ans, par exemple. Je J'ai pas envie de m'y risquer parce que j'en ai vraiment aucune idée. On peut imaginer que qui aurait pu penser il y a 3 semaines, enfin il y a 3 mois, en découvrant ChatGPT et en étant déjà un petit peu connaisseur du système, qu'Amazon allait sortir son truc. Imagine maintenant qu'Amazon renvoie ChatGPT dans ses 22. Mmh. C'est quand tu vois par exemple les ressources de données en termes de dialogue que possède Google à travers pratiquement l'intégralité des sites web, mais aussi tous les forums, ce qu'on appelle les Google News, où il y a énormément de gens qui discutent, mais en avalant aussi tous les grands forums, les Reddit, etc., où les gens peuvent discuter, et tous les forums spécialisés. Mais quand tu vois aussi les discussions euh, à une époque, notamment dans Messenger, par exemple, par Facebook. Alors aujourd'hui, il se dit que ce serait chiffré de bout en bout, et quand bien même tu n'as pas accès aux mots, tu peux avoir accès à quand même certaines informations à l'intérieur de... Parce qu'aujourd'hui, on a des techniques qui permettent d'aller reconnaître des concepts dans des phrases, quand bien même elles sont chiffrées, et t'as même pas... notamment, il y a des algorithmes comme ça qui travaillent pour reconnaître s'il y a des images à caractère pédophile dans des photos sans avoir la photo elle-même. Mmh. Voilà. Donc en fait, comme les photos que les gens se transmettent sont chiffrées, si elles ont un caractère pédophile, aujourd'hui, il y a des algorithmes qui sont capables de dire cette photo-là, elle est suspicieusement pédophile, alors que jamais personne n'a vu la photo déchiffrée à part les 2 personnes. Ouais. Donc voilà, avec les bases de données qu'ont Google et Facebook, j'avoue que je ne sais pas par rapport à Amazon comment ils se positionnent. Moi, je pense qu'ils sont prêts depuis un bout de temps. Enfin, quand je dis ils sont prêts, je pense qu'ils ont eux-mêmes alimenté des transformers, ils ont des équipes gigantesques, ils ont les meilleurs ingénieurs du monde, ils ont des ressources en calcul, enfin en puissance de calcul qui sont sans limite, à peu de choses près. Donc, Mais les rois du conversationnel, même s'ils disent que les conversations sont encryptées, heu, à la base, ça devrait être, Facebook, Meta, tu vois? Enfin, par rapport à tous leurs outils qui sont des outils, en fait, bah, Messenger, WhatsApp, qui sont vraiment dans le dialogue, dans le conversationnel. Tu es sur quelque chose qui est hyper, focus. oui, oui, et puis en plus, on parle de Messenger, mais enfin, faut pas oublier aussi que tu as Instagram qui appartient à Facebook, tu as aussi WhatsApp. Ouais. WhatsApp qui doit être aujourd'hui à quelque chose comme 1 milliard ou 2 milliards d'utilisateurs quotidiens, je crois. Mmh. Donc imagine le nombre de conversations qui là, normalement aussi, sont chiffrées. Alors après, est-ce qu'ils se permettent de les subtiliser une fois anonymisées? Je sais pas. Mmh. Normalement, non. Mais Ouais, voilà, quoi. on verra. Heu, On verra. t s Une question Vincent, sur, bon, une t tu me disais que c'était très difficile les projections, mais sur le concept, d'AGI, d'intelligence artificielle généralisée, qu'il faut peut-être redéfinir, ou de super intelligence, Mhm. heu, je demande à mes invités une timeline. hem, Est-ce que tu peux te prononcer, ou est-ce que tu penses que la question elle est, Vite en fait, répondu. aujourd'hui en exactement. Bah, alors, écoute, moi, j'ai pas d'idée. Sincèrement, je n'ai aucune idée pour plein de Mais je te bonnes demande même raisons. un feeling, tu vois? Un feeling en fait Bah, aussi, ce mmh. ce que j'ai envie de dire, c'est, et je vais pas me contredire en expliquant que la prospective est un sujet, est une matière difficile, mais heu, il va nous falloir plusieurs ruptures encore, notamment, par exemple, tu vois, le travail sur les concepts, hein. Je crois que c'est même un des chevaux de bataille de
de Yann Lequin chez Meta, hein, parce que lui porte cette idée depuis très longtemps. Il pense par ailleurs que si les réseaux de neurones sont un outil pertinent, cohérent, efficace, il reste encore à inventer les architectures de demain de façon à avoir un apprentissage qui soit plutôt comme celui d'un bébé. Parce que quand tu regardes hein, un bébé, je ne sais pas si tu as des enfants, Nicolas, mais ça devient sérieusement intelligible à partir de 2 ans, je crois. C'est-à-dire qu'à 2 ans, il est capable de s'exprimer. Alors, il ne s'exprime pas encore comme un enfant de 4 ans, hein, mais à 2 ans. Or, quand tu fais le calcul, un bébé de 2 ans, il a vécu 700 jours. En 700 jours, il a entendu tout un tas de phrases dont il n'avait aucun moyen de les comprendre, et pourtant, il acquiert à la fois lui-même un modèle de langage, et surtout, il est petit à petit, dans le cadre de son environnement, capable de mettre en place la notion de concept, la notion d'interaction, les notions de causalité et de corrélation. Quand je crie, ma mère vient me voir, etc. Et ça, ce sont des formes de pensée qui, après, derrière, vont être dérivées, c'est-à-dire que une fois que l'enfant a compris que lorsqu'il crie, sa mère vient, alors ça va se transformer en quelque chose comme un si alors, et donc il n'y a pas de raison qu'il ne le teste pas ailleurs. Et ça, je pense que ce sont des fonctions. Hein, je ne suis pas neurochirurgien, neuropsychiatre, je ne sais trop quoi, mais je te passerai la référence d'un bouquin d'un chercheur qui traitait justement de l'intelligence que j'ai lu l'année dernière, qui était très intéressant. Et, et justement, cette capacité à avoir de façon innée, et donc pour laquelle on ne sait pas vraiment comment c'est codé, une capacité à mettre en place des concepts, bah déjà, ça t'évite d'avoir à réfléchir comment il faut les programmer, puisque c'est inné. Hein, tu vois, c'est dans la structure systémique du cerveau, tu as des composantes qui permettent de créer, stocker, manipuler des concepts. Aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire avec des 0 et des 1. Et donc, Ouais. bah, tant que tu n'as pas cette manipulation de contexte, je pense que tu as un gros problème pour aller vers quelque chose qui ressemble vers l'AGI. Alors maintenant, à titre personnel, ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand tu vois à quelle vitesse ça avance, le nombre de gens qui travaillent dessus, la puissance disponible, les datas disponibles, la capacité à produire de la data d'entraînement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux apprendre à faire marcher un robot, tu n'es pas obligé de construire un robot, de le mettre dans une pièce, et puis avec un certain nombre d'algorithmes, tu te relèves, tu lui apprends à se relever, et ensuite tu lui dis, bah, tu vois, tes jambes, elles peuvent bouger, et voilà. Ça, aujourd'hui, c'est des choses que tu peux faire de façon totalement numérique. Il n'y a pas besoin de robotique pour ça. Et une fois que tu as construit le robot, tu mets l'algorithme dans le robot, et le robot, il sait marcher. Moi, je pense que là, on est quoi? On est en 2020, en gros, on est mi-2023. Dans 25 ans, on arrive à 2050. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée de ce qu'on aura en 2050. Et en 2050, je pense qu'on aura franchi des étapes très importantes. Parce que 25 ans à cette échelle, alors je ne sais pas s'il y aura une méga rupture en 2024, en 2032 ou en 2042, mais je fais un peu une réponse de Normand, c'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer qu'en 2050, on n'ait pas des résultats qui soient très, très spectaculaires. Ouais. Voilà. Et Ouais. après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est pourquoi on fait tout ça. Hein, la vraie question, c'est pourquoi on fait tout ça. Est-ce que c'est pour soulager l'humain? Est-ce que c'est pour supprimer le travail? Est-ce que c'est pour sauver des vies? Parce qu'à côté de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a la chimie, la biologie, la neurologie qui progressent à vitesse grand V. Et le jour où, par exemple, tu as la synthèse de produits en termes de chimie, CRISPR-Cas9 qui est capable de modifier ton génome, des puces qui sont implantées ton cerveau, et que
on se retrouve à disposer d'une technologie où, en fait, il n'y a aucune raison de ne pas penser qu'on est tous partis pour être au minimum bicentenaire en bon état et quelque chose comme 20 ou 30 milliards sur Terre. De la même façon, et dans une moindre mesure que vient de poser le problème de GPT, tu as des problèmes moraux qui sont démentiels. Hein, là, on est sur une courbe de trajectoire de réchauffement dont on va dire qu'elle elle sent pas bon. Mmh. Et Ouais, bien sûr. euh, donc voilà, donc pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait tout ça? Est-ce que c'est pour gagner en productivité? Est-ce que c'est pour remplacer le travail? Moi, je pense qu'il manque un peu de réflexion à ce niveau-là, et ça me manque un peu. Bien sûr. Avoir quelqu'un qui a un vrai recul pour se dire, mais finalement, en fait, l'innovation technologique, elle est au service de quoi, fondamentalement? Moi, quand je Mais suis consultant ou chercheur dans les entreprises dans lesquelles je travaille, je sais que j'ai un objectif qui, globalement, est de la productivité. Globalement, c'est de la productivité. Quand je fais de la recherche, je suis face à des verrous technologiques et j'essaye de mettre en œuvre un certain nombre de moyens de façon à dépasser un verrou technologique, c'est-à-dire une difficulté face à laquelle celui qui est à l'état de l'art ne sait pas comment attaquer le problème tellement il est compliqué. Ça se formule parfois très simplement, mais c'est un problème qui techniquement est très compliqué à résoudre. On ne sait même d'ailleurs pas comment le faire. Et l'idée, c'est comment on peut le contourner, comment on peut supprimer le problème, comment on peut passer au-dessus et obtenir un objectif qui permet à l'entreprise de faire mieux, de faire plus vite, de faire plus longtemps, etc. Mais pourquoi on fait de l'innovation technologique dans le monde si c'est pas pour faire des gains de productivité en entreprise ou pour rallonger la vie? Mais alors, si c'est pour ouais, rallonger mais la vie, là, ça, on la rallonge jusqu'à quand? on a l'impression que là, on va sur quelque chose, avec l'intelligence artificielle, qu'on touche à quelque chose, tu vois, tout de suite de métaphysique, tu vois? De quelque chose qui nous dépasse, Ouais, qui peut-être peut nous donner, ben, la vie éternelle, qui peut, nous permettre de répondre à toutes les questions qu'on se pose, sur l'univers. Enfin voilà, c'est une forme, c'est un domaine d'innovation, qui est quand mmh. même particulier parce qu'il nous parle, aussi de nous-mêmes, de notre, capacité, de notre compréhension du monde et de notre futur, Bah, carrément. t'imagines bien que dans le monde dans lequel on vit là, imagine que dans 30 ans se pose au sein de la conscience de chacun ce que c'est que son vrai rapport à la mort, parce que désormais il a le choix. Non mais t'imagines la violence de la question. Enfin, je veux dire, l'humanité, elle n'est pas préparée à ça. Non. C'est complètement fou. Alors, Vincent, donc ma dernière question, c'est ton Ouais. livre ou ton film de science-fiction que tu veux conseiller, recommander à notre audience? Alors, je suis gourmand, je vais prendre les deux. Pour le Très bien. film, c'est amusant parce que j'ai appris, j'ai plus de télé depuis 2015 à peu près. C'est un choix que je fais. Bon, ça m'empêche pas de regarder Netflix, etc. Mais j'ai appris qu'il était passé hier. Alors, c'est un film de Christopher Nolan, sorti en 2014, musique de Hans Zimmer. Ça parle d'une planète qui ne va pas bien, ça parle de la NASA qui a des projets cachés, ça parle de trous noirs. Et donc, Interstellar. voilà, c'est Interstellar. C'est un film qui m'a incroyablement bouleversé. Moi, en tant que père, en tant que citoyen du monde, en tant que scientifique, en tant que passionné d'astrophysique, parce que j'ai beaucoup de passion et au-delà du traitement automatique des langues ou de la vision, qui est aussi une de mes autres spécialités en intelligence artificielle, je suis absolument passionné par tout ce qui dépasse en gros au-dessus de la couche d'ozone, hein, que ça soit Mmh. du Big Bang. Voilà, j'étais ami notamment avec deux frangins qui sont décédés il y a pas très longtemps du Covid. Voilà, vous connaissez tous certainement.
Oui. Et Ouais. voilà. Donc Interstellar, c'est un film qui m'a assez bouleversé. Et puis en termes de livres, alors je vais en donner deux de façon différente. Je les ai préparés. Là, ils étaient dans ma bibliothèque qui était là derrière. Donc le premier, c'est Léonard de Vinci. Gros OK. bouquin. Et celui-là, je l'ai en double. Je l'ai dans ce format-là, mais j'en ai aussi un format avec où les pages font 70 cm de haut. Donc Génial. Léonard de C'est Vinci, c'est de qui, c'est de qui cette version-là? c'est Taschen Ah, c'est qui Taschen. produit. Mmh. Voilà, bouquin de Taschen, très épais, hein, donc il fait, il fait 400, il fait 800 pages. Hein, c'est ça, Ouais, voilà, super. 800 pages, très épais, et dedans vous avez tout. Enfin voilà, hein, toutes les gravures les plus connues. Enfin, il y a tout. Il y a absolument tout. Il y a de quoi passer des centaines d'heures de relaxation, apprendre. Et puis, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, on a appris il y a quelques jours, pour faire le lien avec le côté scientifique de notre interview, c'est qu'on a appris il y a quelques jours qu'apparemment, pratiquement 100 ans avant Isaac Newton, Léonard de Vinci était à deux doigts de découvrir l'équation de la gravité. Voilà, parce que en étudiant un certain nombre de ses dessins, hein, je ne sais pas si tu sais, par exemple, pour l'anecdote, Léonard de Vinci il avait l'habitude d'écrire de droite à gauche. Et ensuite, il relisait ses notes avec un miroir, ce qui permettait de ne pas pouvoir le copier par-dessus l'épaule facilement, etc. Et donc, il y a un certain nombre de dessins qui laissent penser qu'il a compris qu'en fait, le déroulement. Alors, lui, fait une première petite erreur parce qu'il explique que tu vois, la loi de la gravité, c'est 1/2 de gt carré. Hein, tu intègres l'accélération, tu obtiens la vitesse, tu intègres la vitesse, tu obtiens la distance, et la distance, elle est en fonction du carré du temps. Et lui, il était sur 2 puissance t, mais sur des distances qui sont toutes petites. Et donc, c'était une erreur de sa part, mais connaissant Léonard de Vinci et son génie, il y a fort à parier que probablement quelques années plus tard, au pire, il aurait trouvé la loi de la gravité et un siècle avant un siècle avant Isaac Newton. Newton. Et le deuxième, c'est un bouquin tout bleu comme ça que les gens connaissent peut-être, qui s'appelle Gödel, Escher et Bach. Et Bach, pardon, Gödel, donc enfin, vous connaissez peut-être tous Gödel, le mathématicien, Escher, le peintre, qui a fait énormément de dessins, de trompe-l'œil, etc. Et puis Bach, cet immense D'accord. musicien dont l'œuvre est d'une technicité absolue, que je ne comprendrai peut-être jamais, puisque moi-même, je ne suis pas pianiste. Et apparemment, il faut être pianiste pour vivre l'émotion de Bach. Donc, c'est un bouquin qui est écrit par Douglas Hofstadter, qui est un mathématicien des États-Unis. Et c'est un bouquin qui est assez succulent parce que c'est une invitation au voyage entre les arts visuels, les arts sonores et la science. Et c'est une invitation au voyage pour découvrir ce que c'est que la programmation, la logique. Et c'est un bouquin qui est absolument sublime et que je recommande. J'ai envie de dire tous les confrères ou collègues scientifiques qui écouteront cette interview connaissent certainement ce bouquin. Si vous avez une appétence pour la science et que vous ne connaissez pas ce livre, donc Douglas Hofstadter, Gödel, Escher et Bach. J'ai vraiment du mal à. C'est la fin de l'interview, je suis un petit peu fatigué. Enfin voilà, Super. donc c'est un excellent bouquin qui là aussi fait pas loin de 600 ou 700 pages. Et ça se lit très Génial. bien, il y a beaucoup de schémas et on va passer à travers énormément d'algorithmes et surtout on va aller les construire petit à petit et on va en comprendre tout à fait finement tous les mécanismes et c'est succulent à lire. Il y a les livres de Raymond Smullyan aussi qui sont un peu du même genre à travers des dialogues entre une personne et un grand-père, je crois, et ses deux petits-enfants qui du coup dialoguent. Et donc petit à petit, il les amène à faire découvrir ce que c'est que la science, à trouver eux-mêmes les algorithmes en leur donnant la minuscule petite marche pour qu'ils puissent grimper de marche en marche à la fin et finalement arriver au premier étage. Voilà. Génial. Donc, c'est là, ces deux Génial. bouquins qui Je sont. Si mettrai je devais partir, les je te donnerai les références. Et oui, si je devais oui, oui. partir sur une île avec un film et deux bouquins, ça serait ce film et ces deux bouquins-là.
Au moins, tu es sûr de pas t'ennuyer avec ça. Super. Ouais, voilà. Vincent, merci beaucoup. C'était hyper Mmh, intéressant. On a pu, parler aussi un peu de ce qui va se passer sur Amazon. Donc ça, on va suivre mmh, ça avec beaucoup d'intérêt. ouais, Mais j'ai beaucoup apprécié, ta vision, les explications que tu as pu donner sur cette AI générative. Merci beaucoup et je te dis donc à très bientôt. plaisir. À bientôt Nicolas.